Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 10 janvier. Une émission tout chousse aujourd'hui en actu. On commence avec cette très jolie image capturée depuis la webcam de Saint-Cergue. Un joli manteau de neige et du soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien? On en parlera. Quel est l'avenir des stations de ski à basse altitude? Et surtout, est-ce qu'on pourra, oui ou non, skier ce week-end? La réponse avec le président de Télédôle avec nous en plateau. Thierry Genoux, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Ensuite, on continuera à ski, mais de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus vite, surtout avec vous, Candide Pralon, avec nous également en plateau. Bonjour et bienvenue, vous revenez de 7 jours de ski intense et vous êtes aujourd'hui le meilleur Suisse du Tour de ski, rien que ça. Enfin, en culture, on terminera avec les aventures et surtout un livre, L'ombre d'un doute, de l'auteur Cyril Niem, avant son vernissage et surtout avant une séance de dédicace prévue à Paillot le 14 janvier. Bonjour à vous Cyril, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Enfin, on va monter également sur les pistes. Alexandre, comment ça va? Salut Andrea, eh ben regarde, je suis mieux qu'une webcam, non? Je suis au pied des pistes de Saint-Cergue. Comme tu le vois, il fait beau, il y a de la neige, tu vois, sous mes pieds, de la neige toute fraîche, il y a à peu près 20 cm ici et puis 30 cm là-haut. Alors les pistes de ski ne sont toujours pas ouvertes et puis effectivement, la question sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on va pouvoir skier ce week-end et surtout, est-ce que cette neige va tenir avec la météo qu'ils annoncent? Par contre, on voit déjà les premiers habitants de Saint-Cergue, on voit des enfants, tu vois, derrière moi, qui font de la luge et puis qui s'amusent comme ils peuvent avant que les pistes de ski n'ouvrent. Et puis, il y a une autre personne avec moi, Étienne Bovard, qui est directeur de l'école de ski, de l'école suisse de ski, la Dôle. Voilà, je l'ai dit correctement. Bonjour, qui se réjouit aussi, justement, que les pistes de ski puissent ouvrir et de donner les premiers cours. Mais tout ça, on en parle avec lui après. Quelle excitation, c'est les joies de la neige, Alexandre. Mais attends, on n'a pas vu. Qu'est-ce que tu as au pied, toi, le petit citadin, hein? Écoute, pas mal, pas mal. Des après-ski quand même, je vais pas y aller en basket. Ouais, je vois que tu es équipé. Bon, on va te retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup, Alexandre. Thierry Genoux, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le président de Télédôle. On l'a dit, la neige a su se faire désirer avec des températures très douces et de rares chutes de neige. Ce début d'hiver ne ravit pas les skieurs. On en parle avec vous, Thierry Genoux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors bon, la neige se fait désirer. On prévoyait une ouverture pour le 26 décembre. Malheureusement, on voit, c'est encore un peu compliqué pour ce week-end. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles? Comment vous prévoyez la situation? Même si, évidemment, vous n'êtes pas monsieur météo, vous ne faites pas la pluie et le beau temps. Non, c'est vrai qu'il y a encore quelques jours jusqu'au week-end. On espère énormément. Alors, j'ai eu les dernières nouvelles des exploitants de la Sogestar, Pierre Camizet. Et c'est vrai qu'il y a de la neige, mais il n'y en a malheureusement pas encore assez. Mais le but est de faire une sous-couche, de vraiment tasser ce qu'il y a pour permettre à la deuxième, peut-être, vague de précipitations neigeuses de venir compléter le manteau neigeux et de ce fait-là pouvoir ouvrir les pistes de ski. Et ça veut dire quoi? Que j'imagine qu'on craint la pluie et surtout qu'il faut 30 cm de neige pour pouvoir ouvrir les pistes de ski? Voilà, il faut à peu près cette grandeur-là, cette hauteur-là. Maintenant, il y a eu l'aménagement des pistes qui a été fait il y a quelques années, donc sur la Dôle. Il y a aussi d'autres pistes qui sont cotées parce que Jura-sur-Léman va aussi sur la France. Donc c'est vrai que c'est important au Jouvencel, au Balancier aussi. Donc il y a des endroits qui seront ouverts avant les autres. Et il y a un gros espoir sur ce week-end, peut-être sur le Balancier. Mais par contre, la Dôle, ce sera probablement la semaine prochaine, si tout va bien. Ouais. Une bonne nouvelle quand même, et qui devrait ravir notre invité suivant, Candide Pralon, puisque le ski de fond, par contre, là, on peut y aller. Voilà, c'est vrai qu'ils ont tracé sur les routes, parce que très souvent les pistes vont sur les routes en macadam ou sur des chemins qui sont stabilisés. Donc là, il faut 20 cm minimum de neige, voire des fois 10 sur les routes froides. Mais le but maintenant est d'avoir une sous-couche pour préserver pour la saison. Mais le ski de fond est ouvert sur une bonne partie du domaine. Et aujourd'hui, ce retard d'ouverture des pistes, est-ce qu'il a une incidence sur la saison? Bien évidemment, c'est vrai qu'on est dans un partenariat Suisse-France, France-Suisse, et plus les jours sont là pour l'ouverture des installations, puis meilleur le résultat est à la fin de l'année. Et le but étant que vraiment la Sogestar qui exploite puisse ouvrir un maximum de jours pour faire un maximum de réserves dans le porte-monnaie. Ouais, justement, ce nombre de jours, je sais qu'il y a un seuil, il est peut-être fixé à 60-90 jours. Dites-nous ce que vous pouvez nous vérifier. Alors, sur la Dôle, avant que la Sogestar arrive, avant que les Français arrivent, c'était 100 jours. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un seuil de 60-70 jours, 70 pour eux, d'ouverture, c'est clair. Ouais, donc, pour que la station soit rentable, il faut que celle-ci soit ouverte 100 jours. C'est ça ce que ça veut dire? Non, alors, pour la Dôle, avant. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec le partenariat et le domaine Jura-sur-Léman,
on arrive quand même à avoir une meilleure rentabilité sur moins de jours, puisque le domaine est beaucoup plus étendu. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique. J'imagine que c'est des questions qui posent souci à Télédoule. Comment est-ce que vous réfléchissez à ce problème-là ? Alors c'est vrai que c'est un sérieux problème, c'est évident, on voit avec toutes les courses de ski qui sont annulées. Manifestement, on a aussi axé le développement de Jura-sur-Léman sur le 4 saisons. Donc le ski, à mon avis, j'espère qu'il sera toujours possible dans les altitudes qu'on a ici, dans les 1400 mètres, 1500 mètres. Maintenant, c'est vrai que ce sera peut-être moins long dans la saison, mais on prône sur le printemps, l'été, l'automne, pour aussi dynamiser ce domaine, puis dynamiser le 4 saisons, c'est-à-dire le VTT, la marche simplement, et les sentiers didactiques avec les fleurs, la faune, avec vraiment des parcours qui sont intéressants. Mais je pense que le ski a toujours sa place. Du reste, Étienne va nous en parler très certainement dans très peu de temps. Il y a un microclimat sur la Dôle, et s'il y a un endroit où il y a de la neige, c'est à la Dôle. Très bien. Je cite. Le 4 saisons, on va la garder cette citation, Thierry Junot, elle est belle. Mais qui dit évidemment manque de neige dit des canons à neige. On sait qu'en pleine crise énergétique, on se pose la question, mais ce n'est pas là où je veux vous emmener. Ces canons à neige, ça coûte cher. Est-ce que là, on pourrait imaginer à l'avenir que Télédoule puisse, en tant que société, augmenter les prix ? Alors c'est clair que le prix va un peu selon les investissements qui sont faits. Donc c'est la Sogestar qui fait les prix. On en discute souvent entre nous quand même pour avoir une bonne idée. Le but n'est pas d'arriver dans des stratosphères trop élevées, mais c'est vrai que les prix sont en relation avec l'investissement. Donc c'est vrai qu'il y a de la maintenance lourde qui va être prévue sur les installations. Il y a toujours des améliorations du domaine qui sont faites. Mais le but est quand même de rester... On les voit là d'ailleurs à l'image. Dans une maison, dans une station familiale. C'est vrai que le but est quand même de rester là pour les familles. Ouais, station familiale, c'est intéressant ce que vous dites, Thierry Junot. On va peut-être profiter de votre expertise en tant que municipal. Puisqu'aujourd'hui, on dit que le ski, c'est un sport de riches et que les familles plus modestes ne peuvent pas se permettre. Or, qui dit augmentation peut-être des billets, on rend ça encore moins accessible. Bien sûr, mais il y a des prix famille. Il y a quand même des possibilités de prendre des abonnements annuels qui sont vraiment pas chers. Donc c'est vrai qu'on espère aussi que Saint-Sergue puisse garder ses pistes et les enneiger ou avoir de la neige naturelle. Et c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose à faire sur des plus petites stations qui ne sont pas à hauteur des grosses stations, Verbier, Crans-Montana, Zermatt. Donc les prix vont rester, j'espère. Alors vraiment, ça c'est une volonté de Télédoule, mais on n'a pas toutes les clés en main. Mais je dirais que la volonté est de rester pour les familles et surtout dans le local, quoi. Il ne faut pas oublier que les Rousses sont juste à côté. On a toute la côte qui est juste là. Donc il faut rester un peu local et favoriser les packs familiaux. Ouais, rester local, ça veut dire quoi ? Garder sa réelle identité, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs passes qui sont faites, notamment entre diverses stations, entre diverses régions, même à travers la Suisse aujourd'hui qui existent. Ça passe par quoi ? On a dit un prix peut-être... créer des activités qui soient saisonnières, mais aller peut-être plus et travailler avec les autres stations en Suisse ou garder cette identité propre, ça passe par quoi ? Non, mais je pense qu'il faut qu'on fasse partie du groupe. Et c'est vrai qu'il y a un abonnement maintenant qui s'appelle Magic Pass. Il y aura peut-être autre chose qui viendra plus tard, mais le Magic Pass, il y a 30 000 abonnés sur la côte. Donc c'est vrai que si on arrivait à tirer Jura-sur-Léman dans le Magic Pass, et c'est à l'étude, il y a eu des séances de discussion, et ça devrait arriver d'ici l'hiver, je pense 23-24, j'espère beaucoup. Ça pourrait être très intéressant pour les abonnés du Magic Pass, pour les familles qui sont sur la côte, pour monter une journée de ski ou un week-end. Ça pourrait être un bon développement. Ouais. Alors l'enjeu est évidemment financier. On sait qu'il y avait eu, et je vais appuyer là où ça fait mal, Thierry Junot, des dialogues assez tendus entre la commune de Saint-Sergue et Télédoule. Télédoule estimait qu'elle n'avait plus à payer aujourd'hui, que finalement il y avait un déficit qui était trop grand et que ce n'était plus à elle de prendre en charge aujourd'hui. Est-ce que la situation et les relations sont apaisées ? Comment ça se passe ? C'est vrai qu'on discute très très bien avec Saint-Sergue depuis 4-5 ans. Maintenant, on arrive au point de non-retour l'année passée. Ouais. Où le syndic de Saint-Sergue dit carrément qu'il y avait eu un sentiment d'abandon. Oui, alors jamais, puisque les pistes ont toujours été ouvertes, que Télédoule a toujours fait ce qui était possible de faire. Et maintenant, la région se met dans le parti d'ouvrir un peu, de donner un coup de main. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que tout le monde mette le pied à l'étrier pour garder ces pistes de Saint-Sergue ouvertes et de pouvoir skier à Saint-Sergue. On pense plutôt aux débutants sur les petites pistes, mais il y a des belles pistes à Saint-Sergue qui sont le cours de garde, par exemple, où là, il y a des compétiteurs qui viennent s'entraîner
vu la pente. Donc c'est intéressant. Et il faut Candice les garder. Pralon nous en dira peut-être un mot. Je me retourne vers lui avec le sourire et souris également. On a dit Saint-Sergue, on peut citer également Saint-Georges. Une autre question, c'est qui dit canon à neige dit forcément l'utilisation de l'eau. Cet été, une grosse crise et un manque d'eau dans la région. Est-ce que là aussi, on commence déjà à réfléchir à des stratégies d'approvisionnement en eau, puisqu'il en manque l'été, donc en hiver, comment est-ce qu'on fait ? On ne peut pas faire de la neige de culture sans une réserve d'eau. Ça, c'est évident. Donc partout où vous voyez des canons à neige, il y a automatiquement une réserve d'eau, un lac artificiel, un réservoir qui doit être créé. Donc c'est vrai, si à Saint-Sergue, il faut mettre, parce que ce serait idéal d'avoir 2 canons ou 3 canons suivant ce qu'il faut, ça coûte, c'est vrai, mais il faudrait une réserve d'eau. Il y a déjà eu des projets qui ont été échafaudés, et ça, c'est peut-être la porte de sortie, mais il faut une réserve d'eau. On ne peut pas prendre l'eau du réseau pour alimenter les canons à neige. C'est complètement contradictoire. Enfin, pour terminer la boucle, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la société de Télédôle et son rôle en tant que société, elle a un petit peu évolué ? Elle ne paye plus, ça sera ma petite provocation piquante, mais à quoi elle sert aujourd'hui ? Comment elle ne paye plus ? À Saint-Sergue ? Voilà. Non, elle paye encore un peu, mais disons, c'est vrai qu'elle, c'est une société propriétaire des installations, c'est une société d'investissement touristique, donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a la raison d'être. Mais est-ce que le rôle tend à évoluer peut-être avec des questions plus écologiques, on le voit avec ces questions d'eau ? Bien sûr, non, mais c'est évident que du reste, tous les gestionnaires de domaines skiables sont du reste dans l'écologie, dans la possibilité de dépenser moins. C'est vrai qu'il y a des fois des aberrations et il y a des choses qui surprennent le public, mais je pense qu'il faut que tout le monde se mette en phase pour vraiment aller sur des bonnes conditions pour les skieurs et les touristes, bien évidemment. Thierry Jeunou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous nous avez confié avant le début de cette interview qu'il y a une seule fois durant l'année où vous faites du ski de fond, ça sera ce week-end ? Non. Non ? C'est pas prévu. Non. Bon, d'accord. Il faut que je farte les skis d'abord. D'accord, il faut farter les skis, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On monte sur les pistes avec toi, Alexandre. Alors, où est-ce que tu en es ? Tu as choisi la luge, le patin, le ski, le surf ? Écoute, moi j'aimerais bien skier, c'est possible, ou bien faire de la luge comme les enfants qu'on a vus avant. Étienne Bovard, je pense qu'il se réjouit de skier surtout, notamment sur ces pistes ici à Saint-Sergue. Alors Étienne, vous venez d'entendre cette interview avec Thierry Jeunou. Alors vous êtes vous-même un membre du conseil d'administration de Télédôle, et puis surtout, vous êtes Saint-Sergois et ça fait 25 ans que vous êtes directeur de cette école suisse de ski La Dôle, donc actif sur Jura-sur-Léman et ici à Saint-Sergue. Ça fait un moment que c'est un peu sur toutes les lèvres le fait que la neige, elle est tardive, enfin la neige, un 9 janvier, 10 janvier. Et vous, ça vous inquiète ou pas ? Non, pas du tout. On est dans le Jura, ça fait depuis une vingtaine d'années et on sait que à cette période, on a de la neige qui arrive début janvier, mais comme on n'en a pas toujours, il y a 20 ans en arrière, elle arrivait début décembre. Et puis aujourd'hui, elle arrive début janvier, donc on est dans les temps. C'est un an sur 2, il y a la neige, et puis un an sur 2, on a déjà un petit peu de neige avant. Ah voilà, c'est ça. Comme l'année passée, du coup, la neige était arrivée à mi-décembre. Ouais. Voilà. Bon. Là, j'aurais bien voulu vous voir, parce que depuis début décembre, on a de la neige. Et vous étiez actif sur les pistes. Et justement, alors quand on est une école de ski comme la vôtre dans le Jura et sur ces stations-là, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter justement au fait qu'il y a un peu moins de neige dans les Alpes, fondamentalement ? Ouais. Pour l'école de ski, on a changé notre modèle économique. On a encore, il y a 30 ans en arrière, on avait des gens des moniteurs qui vivaient vraiment sur la saison avec avec l'épreuve de ski. Ouais. Et aujourd'hui, on a tous un travail à côté. On est une équipe de passionnés. On a environ 30 moniteurs. Et puis, on se répartit sur la saison les jours d'enseignement. Et c'est la seule manière de tenir le coup. C'est pour ça que je ne suis pas trop, disons, stressé parce que du point de vue économique, on a ce modèle qui est approprié. Mais ça veut dire que les moniteurs et monitrices sont bénévoles ? Alors, non, ils sont bien entendu, ils sont défrayés. Ouais. Il y a des formations. Tous nos professeurs de ski sont formés du point de vue professionnel. Ouais. Et puis, il y a les frais. Donc, on a une école suisse de ski qui est avec une rétribution. Mais ça veut dire que ce soit des personnes qui travaillent à mi-temps, qui peuvent se dégager avec leur travail. C'est comme ça qu'on y arrive. Ouais. Donc, alors, 30 moniteurs, monitrices à peu près dans cette école de ski. Et puis, pour combien d'élèves à peu près ? Alors, les élèves, ils varient.
Sur le samedi, on a à peu près une centaine d'enfants qui viennent. Le mercredi, une cinquantaine. Pendant les vacances vaudoises, on a 120, 130 enfants. Et puis, sur les vacances genevoises, il y a environ 70. Donc, c'est très variable. Oui, puis ça fait quand même un bon nombre d'élèves, Voilà. quand même, pour ces petites stations, si j'ose dire. Hein. Exactement. Ouais. Ben, c'est surtout pas mal de jeunes de la région qui peuvent venir faire du ski de proximité, comme le disait tout à l'heure Thierry. Et ça, c'est vraiment important parce qu'à part ça, on a également les scolaires, on a toutes les écoles qui montent sur la semaine. Là, nous, l'école de ski, on accompagne les débutants. Ouais. Donc, pendant toute la semaine, on a des prix réduits pour les écoles avec la Sogestar qui peuvent skier à Jura-sur-les-Monts. D'accord. Et alors, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec une école de ski ici dans ces petites stations? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à faire, si j'ose dire, ici sur ces petites pistes à Sancergues? Alors, vous pouvez me suivre, et puis on va descendre ensemble, et puis je vais vous montrer ce qu'on peut y faire. Non, mais je veux dire, parce que vous, ça fait quand même 25 ans que vous enseignez ici, donc j'imagine qu'il y a vraiment ce plaisir de dire, bah oui, en fait, dans le Jura, il y a quand même des pistes formidables. Ah, alors, dans le Jura, c'est vrai que dans cette région, ce qui est juste fantastique, la première chose, c'est la sécurité. Vous avez des pistes adaptées aux débutants, vous avez des pistes adaptées aux enfants. Et puis, on n'a pas le problème du danger d'avalanche. Donc, on a la sécurité. Ensuite, les pistes présentes dans le milieu forestier nous offrent une bonne visibilité quand il fait du mauvais temps. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Des pistes adaptées pour les familles. Et ça, c'est la première effectivement. chose. Donc, pour l'accueil des enfants, pour l'accueil des familles, c'est vraiment une chose qui est primordiale. Alors, c'est vrai que vous n'aviez pas l'air inquiet que la neige arrive que début janvier ici à Sancergues, mais par contre, c'est vrai que ça pose quand même question avec ce qui s'est passé dans les Alpes et puis ces semaines de fête qui ont été désastreuses pour les touristes qui voulaient aller skier justement. Se pose la question des petites stations ici dans le Jura. Quel avenir en fait avec le réchauffement climatique? Alors, c'est vrai que sur Sancergues, sur Jura-sur-les-Monts, pour la partie suisse, on n'a pas vraiment de touristes. Ce sont des gens qui viennent du bas de la côte, qui viennent skier. Pendant cette période, ces personnes-là, elles vont passer les fêtes, elles vont peut-être aller skier dans les Alpes, on ne les voit pas trop venir. Ouais. Elles vont venir maintenant. Je dirais à partir de janvier, il y a des camps de ski qui se préparent, les familles veulent partir en février, et c'est là qu'ils vont venir skier sur Jura-sur-les-Monts. Mais ce que je veux dire, c'est... Par contre, côté français, qui est une station touristique avec 15 000 lits, alors là, c'est clair qu'il y a une adaptation qui a déjà été faite avec du tourisme 4 saisons. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y aura encore de la neige ces prochaines années, Étienne? C'est clair que petit à petit, ça va diminuer. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, quel avenir pour votre école de ski? Alors, moi, je suis assez confiant. Si je prends tout le Jura vaudois, la Dôle, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, la Dôle, il y a un microclimat. Si maintenant vous allez vous promener sur la vallée de Joux, qui est à 1000 mètres, à la même altitude qu'ici, vous serez surpris de voir en plein hiver où il y a vraiment un problème de manque de neige. Je te dis que sur la Dôle, on a vraiment un microclimat, la montagne est beaucoup plus haute, et puis il n'y a pas comment dire, c'est directement depuis l'Atlantique, toute la météo qui arrive sur la Dôle, les nuages sont accrochés et il y a de la neige. Donc la Dôle a un bel avenir encore. C'est ça que vous dites. Et puis c'est une face nord quand même, c'est une face qui est pas exposée au soleil, où la neige va rester. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs endroits sur la Dôle avec des combes où la neige elle reste, puis il fait froid. Et puis là, c'est clair que grâce à la Sogestar, on a des gens qui savent travailler les pistes, qui savent où se trouve la neige, il y a des réserves qui se font sans avoir besoin de canons à neige, et puis de pouvoir reneiger les pistes. Effectivement. Donc, en tout cas, moi, je dirais que pour les 40 prochaines années, on pourra continuer à skier sur la Dôle. En tout cas. C'est une question qu'on me posait déjà il y a 10 ans. Voilà. Donc, voilà. Donc, éternel optimiste, Étienne Bovard. Il y a moins de neige, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr. On commence la saison plus tard, ça, il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, quand on a envie de skier, c'est janvier, c'est février. Puis il y a ceux qui sont très pressés, qui veulent absolument vite aller à Noël, les touristes. Bien sûr.
Bon, merci beaucoup, Étienne Bovard, pour toutes ces informations. Et puis, tout bon pour la saison avec votre école de ski. Alors, les inscriptions sont ouvertes, mais par contre, vous pensez être sur les skis quand, là? C'est quoi vos prévisions à vous? Semaine prochaine? Alors, ce week-end, ça pourrait le faire, mais on a mis le temps de bien préparer la piste. Le sol est encore pas tout à fait gelé. Et puis surtout, c'est que la semaine prochaine, ils annoncent un courant beaucoup plus froid où il va neiger tous les jours. Je vous assure. Voilà. Donc, les 30 moniteurs seront au taquet. Ce qui est sûr, c'est que le week-end prochain, je pourrais vous accueillir. Magnifique. Les belles joies de la neige. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Bovard. Très bonne journée. Merci, et puis, Andrea, du coup, je vais écouter encore les conseils d'Étienne. Et puis, on va attendre un tout petit peu encore pour chausser les skis. Mais en tout cas, on se réjouit. Voilà. Bonne journée. Moi, j'aurais bien aimé te voir à skier, Alexandre. Mais est-ce que je peux te demander un petit bonhomme de neige? Je fais l'interview avec Candide et puis j'aimerais te voir un petit début de bonhomme de neige. Allez, hop, à l'action. Alors, je vais pas y arriver, là. Allez, non, Andrea. Arrête de te plaindre. C'est le début d'année, tu es plein de force et de fougue. À tout à l'heure. Hein. On ouvre une page de sport avec vous, Candide Pralon. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le meilleur Suisse du Tour de ski avec une 29e place en général. Le Nyonnais rentre de 7 jours intenses de ski de fond. On va en parler avec vous. Bonjour, félicitations déjà. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez passé une semaine folle entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. On va en revenir d'ici quelques instants. Mais déjà, avec ces nouvelles, vous pouvez skier, mettre vos skis de fond chez nous. Ça vous réjouit, ces nouvelles? Non, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour le moment, jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de courses à l'étranger, donc je n'étais pas beaucoup dans la région. Puis maintenant, de rentrer et d'avoir vu ce matin la neige sur les sommets, ça me réjouit parce que ces pistes sont vraiment belles dans la région et maintenant, je me réjouis de pouvoir skier dessus. Ouais, ce manque de neige, à vous, à titre personnel, comment est-ce qu'il vous impacte peut-être au niveau de la préparation, même des compétitions? Est-ce que vous avez des compétitions qui sont annulées, aujourd'hui des préparations qui sont chamboulées parce qu'il y a un manque de neige? Alors pour le moment, on n'a pas eu d'annulation de course avec le manque de neige, mais c'est vraiment un gros souci qu'on a depuis quelques années d'ailleurs. Ce n'est pas la première année que c'est limite et les organisateurs des courses doivent préparer de la neige, que ce soit de la neige en snow farming qui a été stockée une année avant, ou bien en ayant beaucoup de canons à neige, mais en ce moment, même les températures sont tellement chaudes que c'est difficile de faire tourner les canons à neige. Donc c'est un souci, mais pour le moment, les organisateurs ont toujours trouvé une solution et voilà, ça reste quand même au coin de la tête comment ça va être dans... Ouais. Apparemment, dans 40 ans, il y aura toujours de la neige. C'est le micro ça vous rassure pour votre avenir. Mais voilà, c'est toujours un souci. On verra qu'est-ce que ça donne au futur, mais espérons que le sport d'hiver puisse quand même perdurer encore le plus longtemps possible. Ouais, vous, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça trotte quelque part dans votre tête? On se rend compte. Moi, j'ai 32 ans maintenant. Ça fait quelques années que je cours en compétition. Puis je me rends compte que d'année en année, c'est quand même plus compliqué de trouver des pistes d'entraînement, surtout parce que les pistes de compétition sont toujours bien préparées. Et puis, il y a un budget pour préparer des pistes vraiment en bon état. Mais pour l'entraînement, on doit chaque fois se diriger à des endroits où on trouve de la neige, plus en altitude ou bien même dans votre manière de skier, est-ce qu'elle change justement en fonction de la neige? La manière de skier, elle peut changer effectivement parce que les neiges artificielles, c'est des neiges plus compactes. On peut comparer un peu au ski alpin où on rajoute même de l'eau pour que ce soit encore plus gelé. Et en ski de fond, typiquement, on a une course là, pendant le Tour de ski à Oberstdorf. Et là, ils avaient des températures 10 degrés l'après-midi, donc c'était vraiment pas des températures pour faire du ski. Mais exactement, ils avaient dû saler la neige pour que cette neige reste compacte. Donc ensuite, la neige est différente. On doit quand même adapter notre technique pour que ça fonctionne sur ces neiges. Mais voilà, au final, on est quand même content de pouvoir skier dans ces conditions et on n'est pas à plaindre. Mais c'est vrai que dans notre coin de la tête, ça reste un souci pour l'avenir. Ouais. On va revenir sur cette étape importante de la Coupe du Monde de ski de fond. Déjà, présentez-nous, c'est quoi cette course? C'est une course qui est assez particulière avec plusieurs étapes, un marathon, expliquez-nous. Alors le Tour du ski auquel je viens de participer, en fait, c'est sur 10 jours cette compétition, avec 2 jours de pause au milieu du Tour. On se rend à 3 endroits différents et puis il y a un classement général. Enfin, pour moi, c'est une épreuve en tout cas que j'adore. On peut comparer un petit peu au Tour de France avec, c'est clair, moins d'étapes. Mais vraiment, c'est hyper stimulant. Moi, j'adore ce genre d'épreuve. Et là, j'ai pris énormément de plaisir. Et ça finit à l'Alpe Cermis. On en a même parlé avec Thierry avant. Mais, il a vu cette étape et c'est vraiment une épreuve qui marque les personnes. Et je pense qu'elle fait du bien au ski de fond. Ce Tour de ski fait du bien au ski de fond pour parler du ski de fond en général. Ouais, alors, vous êtes passé notamment entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. Vous êtes aujourd'hui dans le top 30. Meilleur Suisse du classement général. J'imagine que vous êtes satisfait de ce résultat? Oui, relativement satisfait, oui. Non, même très satisfait. On veut toujours faire mieux, en fait. Mais non, je suis quand même satisfait, surtout que cette année, j'ai changé beaucoup de choses dans ma technique. Donc, après les Jeux Olympiques de Pékin, j'ai décidé de faire un pas en avant au niveau de la technique et d'investir beaucoup dans ce domaine.
Et là, autour de ski, Pourquoi? d'étape en Je sais que étape, vous étiez 25e du 20 km de Davos. Vous avez d'excellents résultats, donc on pourrait penser que vous pourriez continuer sur cette lancée-là. Pourquoi avoir modifié votre manière de travailler? En fait, je pense un peu dans l'esprit des sportifs, on veut toujours progresser, être plus performant. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé les 30 ans, donc au niveau de ma force, de mon endurance, c'est dur d'améliorer, d'avoir un gros potentiel dans ces domaines-là. Mais au niveau de la technique, je me rends compte que je peux m'inspirer de la nouvelle génération, des nouveaux skieurs, notamment scandinaves, qui ont eu un changement de technique durant ces dernières années. J'ai pas envie de laisser partir le train, j'ai envie de m'inspirer de ça et de progresser dans ce domaine. Mon modèle, je dirais que en ce moment, il y a un athlète, Johannes Slot-Klebo, un Norvégien, qui a gagné le Tour de ski d'ailleurs. Et lui, j'ai l'impression qu'il a justement un avantage par rapport aux autres au niveau de sa technique. Il est beaucoup plus performant grâce à ça. Et puis, après, c'est mon idée. Mais depuis une année maintenant, je me suis dit, OK, je vais essayer de m'inspirer de sa manière de faire. Comment est-ce qu'on s'inspire d'une manière de faire à ski de fond? On va voir des compétitions, on revoit des vidéos, ça passe par quoi? Alors, ce printemps, je me suis beaucoup remis en question au niveau de la technique et j'ai pris contact avec divers entraîneurs. Et puis là, je me suis vraiment pris un entraîneur pour la technique, donc spécifique pour la technique. Et puis avec c'est en fait cet entraîneur qui a le plus les réflexions et moi, j'essaie de mettre en pratique tout ce qu'il me dit de faire. Et c'est vraiment stimulant. Et enfin, moi, je me plais à fond là-dedans. En tout cas, on va vous régaler. On voit cette petite lumière au fond de vos yeux en parlant. Ça fait du bien. Vos objectifs pour la suite, c'est lesquels? Alors maintenant, je vais essayer de bien récupérer du Tour de ski. C'était quand même un gros objectif pour moi cette année. Et puis, il y aura les championnats du monde qui vont commencer à partir du 25 février. Donc là, j'espère être le plus performant possible fin février. Mais entre-temps, il y a encore une étape de la Coupe du Monde qui aura lieu aux Rousses. Chez nous. Voilà, exactement. Donc pas très loin, donc dans 2 semaines et demie. Ouais. Donc maintenant, la neige arrive, donc les voyants sont ouverts. Donc j'espère aussi faire une bonne performance aux Rousses dans 2 semaines et demie. Possibilité de ramener une médaille? Alors ça va être compliqué. Avec la Suisse, les plus grandes chances qu'on a de médailles, comme aux Jeux Olympiques, c'est sur le relais. Et cette année, malheureusement, pour le ski de fond, Dario Colonia a arrêté sa carrière et c'était vraiment la personne qui tirait en avant l'équipe suisse au niveau des résultats. Puis cette année, on va devoir faire sans lui, mais on va... Est-ce qu'on pourrait imaginer que Candide Pralon soit le futur Le futur. Non, c'est compliqué. Je suis conscient que je n'ai pas le même potentiel et le même talent qu'un Dario Colonia. Et Dario Colonia, c'était une exception en Suisse. Il a des résultats absolument incroyables. Et voilà, je suis plus sur la fin de ma carrière que sur le début de ma carrière. Donc je pense que si je fais quelques top 10, ce serait déjà vraiment très bien. Mais pour des médailles, j'ai encore un pas à faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit de la suite et surtout de suivre vos exploits. Candide Pralon, merci d'avoir été avec nous. On retourne sur les pistes voir Alexandre. Vous pensez qu'il a réussi à construire ce bonhomme de neige? Vous en dites quoi? Quelles sont ses capacités? Il fait preuve de beaucoup d'originalité. Je pense qu'il nous aura trouvé une bonne astuce. Un bonhomme de neige original, Alexandre. Ça donne quoi? Ah, on voit quelque chose là-bas. Tu triches. Ouais, justement, ça donne que sans gants, je ne fais pas de bonhomme de neige. En plus, j'ai pas trouvé de carottes. Mais du coup, regarde, j'ai laissé les enfants de Saint-Sergue faire de jolis bonhommes de neige derrière moi. Tu fais travailler les enfants, mais quelle triche. J'espère qu'ils auront des chocolats au moins. Voilà, au moins on se quitte en douceur avec le soleil et avec la neige. Tu vois, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Et bon, tu nous fais rêver, Alexandre. Merci beaucoup. Belle journée à toi. On ouvre une page de littérature avec vous, Cyril Nième. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous avez 33 ans et vous nous présentez aujourd'hui votre premier thriller intitulé L'ombre d'un doute. Le voici avant une séance de dédicace prévue notamment le 14 janvier chez Payot-Agnon. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes informaticien de formation, vous êtes un passionné de lecture, vous avez 33 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tout est exact sur ma fiche, magnifique. D'où vous vient cette passion pour l'écriture, avant l'écriture, même la lecture? Alors, ouais, j'ai toujours aimé lire. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais j'ai toujours aimé lire, et puis principalement des histoires à suspense, des livres qu'on ne peut pas lâcher. Et puis donc, forcément, j'ai eu envie d'écrire, d'essayer en tout cas. Et puis, à quel moment ça s'est fait dans votre tête? À quel moment vous avez décidé de passer le cap et de vous lancer dans l'écriture? Ça se fait progressivement. Au début, j'écrivais de temps en temps, comme ça, une page par-ci, une page par-là, et puis c'est devenu plus sérieux par la suite. Ouais. Alors ce livre-ci, je sais que vous l'avez envoyé à une vingtaine de maisons d'édition. Vous avez eu quelques messages d'encouragement, mais toujours des refus. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, j'abandonne? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Oui. Alors effectivement, plus d'une fois, je me disais que ce manuscrit, ma foi, il resterait dans un tiroir et puis j'en ferais rien. Et puis ça s'est vraiment fait par hasard, parce que voilà,
effectivement, j'ai eu beaucoup de refus. Et puis, je suis tombé par hasard sur un appel à manuscrits sur Internet, donc de la maison d'édition Novice. Et puis voilà, c'était un seul clic, donc je me suis dit, j'essaye. Puis j'ai un petit peu oublié, puis j'étais déjà passé à autre chose. J'avais commencé à écrire un nouveau roman, puis voilà. Ah, alors ça promet déjà un deuxième, mais avant d'en parler, c'est vrai que l'anecdote est assez jolie puisque vous avez reçu le prix du polar non publié 2022 et puis ça vous a permis justement de publier cet ouvrage-ci. On pourrait se dire, hein, le prix du polar non publié, c'est un titre assez ingrat, mais finalement non, vu que l'ouvrage est publié. Comment vous l'avez vécu, tout ce cheminement finalement? Ouais, alors j'ai eu de la peine à y croire. Comme je le disais, pour moi, j'avais fait le deuil de cette histoire. Donc c'était une dernière chance vraiment, vraiment superbe. Et ouais. La suite, on sait qu'il y a déjà un deuxième livre qui est en cours, mais on va parler de celui-ci, L'ombre d'un doute. Alors, un thriller, racontez-nous. Oui, alors c'est l'histoire d'une femme qui vit à New York. Et puis à la suite d'un assassinat dans son quartier, elle se met à soupçonner son petit ami de ce meurtre. Puis donc l'histoire commence quand elle rencontre un détective privé et qu'elle lui demande de découvrir la vérité. Une histoire à suspense, on sait que c'est votre patte à vous. Et jusqu'au bout, on est surpris, on est pris en haleine. À la fin, cac, vous renversez le tout. Ça, c'est ce qui fait aujourd'hui votre patte. Mais ce roman à suspense, c'est un genre que vous aimez particulièrement. Vous nous le disiez tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il permet? Oui, effectivement, c'est le fait, ces rebondissements, ces retournements de situation où, voilà, en tant que lecteur, j'aime ça, me dire que jusqu'à la dernière page, quelque chose peut se passer et puis qui peut me faire tout voir d'une façon différente. Et c'est ce que j'avais envie d'offrir au lecteur. Mais quand vous écrivez, justement, vous avez votre début et votre fin. Vous-même, vous vous laissez surprendre au milieu? Non, alors j'avais essayé d'écrire comme ça avant, donc de me laisser surprendre, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis créé vraiment un plan très strict que j'ai suivi. Ouais. Alors voilà, il y a cette séance de dédicace prévue le samedi 14 janvier chez Payot à Nyon. Un deuxième livre qui est en cours. La suite, c'est quoi? Alors à voir, oui, effectivement. Donc, pour l'instant, je me focalise sur la promotion de ce livre pour le faire lire au maximum de monde et l'écriture d'un second roman. Puis ensuite, on verra ce qui se passe. Si j'aurai plus de chance avec les maisons d'édition par ici ou non, à voir. En tout cas, ça ne vous a pas dégoûté, hein? Pas du tout, non, voilà. Au contraire. Très bien, Cyril Niat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça s'appelle L'ombre d'un doute. Où est-ce qu'on peut le trouver? Chez Payot? Chez Payot, oui, et sur Internet, partout. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.